Merci, bonsoir à tout le monde et merci d'être là. Donc je vais prendre 45 minutes à peu près pour faire un panorama. Alors je ne sais pas quelles sont les compétences des différents participants en ce qui concerne on va dire des choses très techniques du nucléaire. Je vais essayer de prendre les choses de façon politique, historique et assez simple. Retracer un peu l'histoire de l'armement nucléaire, des arsenaux nucléaires depuis le début, depuis 1945. Jusqu'à la première période, on va dire, d'espoir, de voir soit pas les arsenaux forcément disparaître, mais être beaucoup plus sous contrôle. Et puis récemment, avec le regain de tension entre la Russie et les États-Unis, un regain de tension en Asie du Sud-Est aussi, on va dire un regain de tension cette fois-ci non pas bipolaire mais multilatéral. Il y a quand même pas mal d'inquiétudes parce que les armes n'ont pas disparu. Les armes nucléaires, on ne peut pas les désinventer, elles existent. Elles sont beaucoup plus simples à fabriquer maintenant qu'elles ne l'étaient en 1945. Les Américains en 1945 en avaient 3. Ils en ont testé une, ça marchait. Ils en ont lancé une qui était... elle était opérationnelle, mais enfin, il n'y avait pas de grosse défense au-dessus du Japon, donc ils ont pu la tester sur des populations civiles et voir ce que ça donnait sans trop de risques. Ils ont testé la deuxième, qui était une arme un peu différente sur Nagasaki. Ça a marché aussi. Et puis après, ils ont commencé tranquillement à construire leur arsenal avant d'être, on va dire, défiés par les Soviétiques uniquement à partir de 1949. Quand les Soviétiques ont fait exploser leur première bombe au Kazakhstan, à Semipalatinsk, en août 1949, les Américains avaient, je crois, 92 bombes. Ils en avaient construit 92 en 4 ans. Et en 1950, une année après, ils en avaient 300. Donc il est multiplié comme les petits pains, il est fabriqué beaucoup plus facilement. Mais il faut savoir qu'au départ, c'est assez difficile à faire parce que les calculateurs, aujourd'hui, la capacité de calcul de ça, bon, je ne vais pas donner la marque, mais enfin, ils sont tous à peu près équivalents. C'était même pas un bâtiment, enfin, il fallait plus d'un bâtiment. Et encore, même en 1945, on n'avait pas la capacité de calcul d'un micro-ordinateur aujourd'hui. Donc ça prenait du temps, beaucoup de choses se faisaient de façon assez mécanique et assez empirique aussi. Donc voilà, aujourd'hui les formules elles sont bien connues, on a bien testé, les armes elles sont testées depuis longtemps. La puissance même d'ailleurs a décru depuis les années 60. Les armes les plus puissantes, ils ont voulu voir jusqu'où ils pouvaient aller. La plus puissante c'était la bombe Tsar Bomba soviétique, 1961. Plus de 50 mégatonnes, 50 millions de tonnes de TNT. Et puis après, ils se sont rendus compte que, c'était pas opérationnel. L'avion a failli être détruit par sa propre bombe. Il était tellement lourd qu'il aurait été une proie facile pour n'importe quel intercepteur. Donc ils ont commencé à travailler sur le nombre, puisque quand on ne peut pas avoir la qualité, on essaie d'avoir la quantité pour submerger les défenses ennemies. Et ils ont travaillé évidemment après, au fur et à mesure, sur la résistance des armes à différents types d'attaques, des chocs, améliorer leur fiabilité et leur sécurité aussi. Pour être sûr en gros qu'elles explosent au moment où on veut qu'elles explosent et pas à un autre moment. Il y a eu quand même pas mal dans l'histoire, c'est ça qui est un petit peu inquiétant, il y a quand même dans l'histoire, on l'a appris après parce que les informations ont été déclassifiées, on le sait maintenant, on va dire des accidents nucléaires qui ont été évités à très peu de choses près. Un des plus connus c'était Goldsboro en 61 aux États-Unis, c'était la même époque, c'était l'époque de la multiplication des bombages, des bombes thermonucléaires, équivalent à des millions de tonnes de TNT, où un B-52 s'est disloqué en plein air alors qu'il allait atterrir. Les 2 bombes sont tombées au bout d'un parachute. Et donc l'une d'entre elles, aucune des deux n'a explosé, mais l'une d'entre elles était active. Et elle a dû on va dire, la zone de Goldsboro qui aurait été totalement, on va dire, détruite à l'époque, a échappé grâce à un seul système de sécurité qui a fonctionné sur les 4. Un seul sur les 4. Il y en a 3 qui n'ont pas fonctionné, un seul a fonctionné sur les 4. Là, on l'a appris relativement récemment. Mais il y a eu pas mal d'autres crashs, à Palomares en Espagne, à Thule au Groenland, où des bombes ont été perdues. Alors c'était on va dire une contamination radiologique, c'est pas des explosions nucléaires, mais ça n'est quand même pas rassurant de voir une prolifération, une course aux armements reprendre, car ça donne quand même, on a quand même de mauvais souvenirs de cette période-là. Moi j'étais vivant à l'époque, la plupart d'entre vous non.
Mais on a, en particulier pour ceux qui se souviennent des années 80, il y avait une obsession à un point tel que certains analystes avaient dit qu'on craignait plus les armes nucléaires que la guerre nucléaire elle-même. Les gens craignaient plus leurs propres arsenaux à la limite, où on avait doublé, triplé les sécurités parce qu'on ne voulait pas que quelqu'un puisse déclencher une guerre. Il y a toujours ce système de dual key, de double commande dans les silos américains. Le Mirage 4 français fonctionnait comme ça aussi, pour être sûr qu'une personne seule puisse pas attaquer. Les Américains avaient très confiance en les Britanniques, donc automatiquement ils avaient un système de double commande aussi sur les missiles des sous-marins britanniques. Ils l'avaient fait avec les missiles Thor à la fin des années 50, début des années 60. C'est des missiles qui avaient les cocardes britanniques mais qui étaient sous contrôle américain. Voilà, donc on a eu une évolution pendant des décennies, pendant toute la guerre froide, des arsenaux, une multiplication des armes, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers, quelque chose comme peut-être 50-60 000, avec à peu près les deux tiers, 40-60%. On a eu une réduction homothétique depuis la fin de l'URSS, mais les armes sont à plus de 90% entre les mains de deux pays, c'est USA et Russie. C'est resté les mêmes pays. Plus de 90%, les arsenaux sont identiques. On était à peut-être 60 000, 70 000 armes. Là maintenant, on est à peut-être 14-15 000 armes au total. 15 000, ce qu'on appelle ogives, ce que les Anglais appellent warheads, qui peuvent être portés. Il peut y avoir plusieurs ogives sur une seule arme. C'est le principe des têtes multiples, qui sont plus difficiles à intercepter, plus difficiles dont la trajectoire est plus difficile et moins prévisible. Donc c'est un avantage énorme sur des défenses anti-missiles. Donc voilà, on a 9 pays nucléaires actuellement. 9 pays nucléaires, c'est stable depuis un bout de temps. Il y a des pays qui ont essayé d'acquérir là. Il y a eu une inflation dans les années, pour ça qu'on essaie de comparer par rapport à ce qu'on a eu dans l'histoire auparavant. On a eu une inflation des programmes nucléaires ou des velléités, on dirait, politiques d'obtenir un arsenal nucléaire dans les années 60. Des pays assez improbables. Il y a la Suisse qui a voulu avoir à un moment donné des armes nucléaires. Ils se sont dit finalement, on est en Mitteleuropa. Si les soviétiques déferlent sur nous, parce qu'on n'est quand même pas loin de l'Est, on est quand même juste à côté, s'ils déferlent sur nous en se disant on peut passer par la Suisse, ils n'ont pas d'armes nucléaires, il ne nous arrivera rien. Ils ne vont rien nous faire, ils ne vont pas résister longtemps, parce que vu la différence déjà l'OTAN avait un rapport de force défavorable, ça dépendait du type d'arme, mais de 4 contre 1 ou de 3 contre 1 en fonction du type d'équipement, en personnel, en char, en hélicoptère, en avion. Là pour la Suisse c'était écrasant, ils n'auraient pas résisté longtemps, donc ils ont dit peut-être que pour sanctuariser notre territoire, en faire un véritable réduit national, l'arme nucléaire serait parfaite. Et ça nous permettrait éventuellement de faire réfléchir à deux fois un ennemi bien supérieur en nombre, en puissance, de passer sur le territoire suisse. Et puis ils se sont rendus compte qu'ils allaient engloutir, parce que c'est le problème des programmes nucléaires, ils allaient engloutir des milliards dans leur programme. Ça allait se faire au détriment des programmes conventionnels, et qu'à la limite, ils risquaient d'être beaucoup moins crédibles pour éventuellement arrêter une armée déferlant sur leur territoire avec moins d'armes conventionnelles, en disant vous n'avez plus d'armement conventionnel, vous avez quasiment plus d'armées, plus de chars, plus de régiments d'infanterie, ainsi de suite. Donc on peut y aller, de toute façon vos armes, vous n'aurez jamais les tripes de les utiliser contre nous, vous déclencherez jamais le feu nucléaire contre nous, donc on peut tester ce bluff, on peut tester, d'accord ? Sachant que, et ce que certains Suisses avaient évalué, disant on sera tenu pour responsable du début d'une guerre nucléaire si on tire nos armes. Parce qu'évidemment, il y aura une riposte, et puis de l'autre côté, il y aura l'OTAN, et puis voilà. Donc ils ont laissé tomber. Et les Suédois avaient un programme nucléaire qui était bien avancé aussi. Ils ont laissé tomber lorsqu'ils ont ratifié le traité de non-prolifération. C'est la fin des années 60. Pour les Suisses, c'était pareil. Les Sud-Africains ont voulu avoir des armes nucléaires dans les années 60-70. C'était une manière, puisque c'était le petit poussé, on va dire, et le vilain petit canard au milieu d'un nombre de pays hostiles, avec des mouvements subversifs très marxistes, très poussés par l'URSS et par la Stasi est-allemande, qui étaient déployés un petit peu partout en Afrique, de bloquer. Ils craignaient surtout l'Angola essentiellement, qui serait passé par la Namibie avec des Cubains, avec des troupes, on va dire, totalement équipées et poussées par les Soviétiques, d'envahir massivement l'Afrique du Sud en attendant une réaction, en disant on va voir ce que vous allez faire. Et ils avaient voulu une arme de dissuasion, alors c'était des armes tactiques, ils les ont fabriquées, ils en avaient 6. C'était des bombes, ce que les Américains appellent gravity bombs, c'était des bombes à chute libre. Ils avaient quelques bombardiers, ils n'en avaient pas beaucoup.
un peu de type Jaguar, c'était des Buccaneers, c'était l'équivalent dans les années 70 de ce qu'on avait nous dans la force aérienne tactique en Europe et en particulier dans l'est de la France. Et ils ont démantelé cet arsenal, c'est le seul pays à avoir démantelé son arsenal, le seul. Les Ukrainiens, bon, les bombes, elles ont été, c'était des armes tactiques essentiellement, elles ont été rapatriées à Moscou, elles ont été démantelées parce que c'était des armes soviétiques. C'était simple, l'ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien l'expliquait, c'est simple, soit on dénucléarisait et on devenait indépendant, soit on restait un pays nucléaire, il est hors de question que les Russes nous donnent les armes clés en main, c'était pas nous qui avions le doigt sur le bouton, c'était pas nous qui avions la technologie, donc c'était clair et net, on perdait notre indépendance. Donc ils avaient quasiment le deuxième arsenal, c'était l'URSS qui avait ces armes, mais ils avaient quasiment le deuxième arsenal, le troisième arsenal par an au monde, quasiment au-dessus, ils avaient plus de 500 armes, mais c'était des armes essentiellement des armes tactiques. C'était des missiles, c'était des obus d'artillerie, ainsi de suite. Pendant toute la guerre froide, il y a eu, enfin quasiment tout était nucléarisé. Tout. Il y avait des grenades anti-sous-marins nucléaires. Il y avait des sacs à dos avec des charges de destruction d'ouvrages d'art nucléaires que les SEALs américains, que les commandos de l'US Navy devaient transporter. Ils étaient envoyés comme des commandos loin derrière les ennemis, détruire des ouvrages d'art, détruire des barrages, détruire des ponts ou des centrales électriques ou des centrales thermiques, ainsi de suite, avec une arme nucléaire qui permettait à un seul homme de le faire. Un seul homme. Ou de mettre ses charges d'activer ses charges dans un port, mettons, et on imagine, vu la capacité, on va dire, de frappe et d'impact stratégique d'un nageur de combat, on s'en souvient ce que les Italiens avaient fait pendant la Seconde Guerre mondiale face aux Britanniques, c'était totalement disproportionné. Un homme seul arrivait quasiment à détruire un cuirassé, tout seul, donc c'était très très rentable. Là, s'ils arrivaient à détruire un port complet par une explosion nucléaire, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement convaincant d'un point de vue opérationnel. Donc ils avaient tout prévu. Ils avaient des mortiers nucléaires qui tiraient à 10 km, une charge de... Il faut être confiant quand même, à l'époque, ils avaient quand même confiance. Je pense que le gars courait dans le sens inverse après avoir déclenché le tir. Parce qu'avec les retombées, c'était vraiment apocalyptique. L'idée était que, et c'est ce que les Américains avaient plus ou moins évalué dans leurs documents stratégiques dès le début des années 50, l'OTAN sans armes nucléaires, c'était pas la peine. On ne pouvait pas défendre l'OTAN sans armes nucléaires. Et leur principe, c'était d'armer les chasseurs de l'OTAN avec des bombes américaines. C'était une sorte d'empowerment en version nucléaire. Et le mot est à la mode, mais là à l'époque, l'idée, c'était de... Les armes étaient sous contrôle américain. Le nuclear planning, toute la planif nucléaire était faite par les Américains. Les Français se seraient placés, même après 67, ils se seraient placés totalement sous commandement américain si on avait dû frapper les troupes soviétiques. Et les avions de l'OTAN, les avions de la Luftwaffe, les avions de l'armée de l'air italienne, les avions turcs, auraient eu un chargement de bombes nucléaires à visée, on va dire, tactique, pour être utilisés sur champ de bataille, pour frapper des forces soviétiques, pour pouvoir les arrêter, pour pouvoir multiplier les capacités de frappe et contrebalancer l'infériorité numérique des soviétiques. Donc voilà, on en était dans les années 60, 70, 80. La seule modification de cette... il y a eu des tentatives, on va dire, de réduire les armements, qui étaient aussi des manœuvres politiques. On se souvient de l'appel de la paix de Stockholm, il venait de Moscou, l'appel de la paix, il ne venait pas de Stockholm, c'était 1950, c'était surtout pour ralentir la possibilité que les Américains développent une super bombe, et ils l'ont développée en 52. Les Soviétiques ont raccroché en 53, en moins d'un an, grâce entre autres à l'espionnage, mais ils avaient une science qui était de bon niveau aussi, ils avaient des physiciens qui étaient des physiciens de haut niveau, mais ils avaient une partie des pièces du puzzle grâce à leur espionnage. Il y a eu évidemment le traité de non-prolifération qui était schizophrène parce que, voilà, encore aujourd'hui, les gens qui ont déjà la bombe, enfin qui l'avaient avant 67, c'est-à-dire les puissances, et aujourd'hui les 5 grands pays, c'est les 5 pays ayant un siège permanent au Conseil de sécurité, c'est les 5 pays thermonucléaires. US, Russie, Chine, France, Royaume-Uni. Voilà. Et à l'intérieur de ce club, il y a un club encore plus fermé de gens qui ont des capacités sous-marines intégrales,
qui est en gros les USA, la Russie et la France. Les Britanniques, c'est pas totalement indépendant puisqu'ils ont des missiles qui viennent, la technologie de missiles, c'est essentiellement avec le Mutual Defense Agreement de 1958, ça vient des États-Unis. Ils auraient du mal à reprendre un programme seul, hein, vu les problèmes politiques qu'ils ont actuellement, les Britanniques. Grosse instabilité, des doutes quant à la direction qu'ils vont prendre avec le Brexit ou qu'ils ne vont pas prendre. Des capacités économiques entamées, je doute fort que quelqu'un puisse survivre politiquement à la volonté de reprendre un programme nucléaire seul, totalement indépendant. Et puis les Chinois qui ont développé, ils ont fait des progrès fulgurants quand ils ont commencé leur programme nucléaire, grâce aux Soviétiques, hein, c'était un transfert de technologie. 1964 pour leur première arme atomique, 68 pour l'arme thermonucléaire. 67 pardon, pour l'arme thermonucléaire, les Français c'est un an après, 60-68 pour les Français, 64-67 pour les Chinois, et puis après ils ont traîné, ils ont développé lentement des missiles. L'idée c'était de pouvoir gelé un peu la situation. Les premières armes nucléaires chinoises, elles sont déployées face aux Indiens, pour être, on va dire, couverts de ce côté-là, ce qui craignait l'influence indienne. Et puis ils ont évolué très très lentement, ils avaient surtout un développement économique en vue et pas tellement... Bon, on a des missiles, on a des bombes, on a des avions, après il faut moderniser parce que jusqu'à récemment, voilà, ils ont eu un développement, on va dire, économique qui a explosé en ce qui concerne on va dire les capacités d'ingénierie, les besoins en production avec des besoins énergétiques énormes. Hein. Et ils ne se sont pas énormément concentrés sur les technologies. Ces dernières années, ça a changé, c'est ce dont on va parler. Et évidemment, c'est un joueur assez important. Les Américains l'ont bien noté. Ils avaient analysé récemment le risque que des Chinois reprennent un programme, on va dire, pour égaliser en gros, les capacités entre les Russes, les Américains et eux. Ils ont que 200, allez, moins de 300 têtes nucléaires. Par rapport aux Américains qui en ont 6000, 7000, dont moins de 2000 sont vraiment déployés. Les Chinois n'en ont pas énormément. Le troisième pays nucléaire, c'est la France. Ils en ont 300 à peu près. 300. Avec une composante air et une composante sous-marine. Les Chinois en ont 290, ils en ont moins de 300, mais et ils ont des missiles intercontinentaux à longue portée. Ils en ont une certaine quantité, qui les rend suffisamment dissuasifs, mais ce n'est pas forcément le dernier cri, la dernière technologie, c'est encore, on va dire, très, très expérimental. Ils développent des missiles supersoniques, ils essaient de développer des missiles tirés à partir de sous-marins. La dissuasion ultime à l'heure actuelle, qui donne une capacité de seconde frappe, c'est le sous-marin. Il y a 4 pays qui ont cette capacité totale. Les USA, les Russes, qui l'avaient mise un peu de côté, ils avaient réduit leur flotte, mais ils ont quand même encore de beaux restes, ils ont cette capacité, hein, ils ont au niveau nucléaire océanique, cette capacité stratégique océanique. Les Français, bien évidemment, et les Britanniques, qui ont voulu à un moment donné, qui se sont posé la question de savoir s'ils allaient la maintenir ou pas. Il y a eu plusieurs propositions politiques chez les Britanniques, de réduire à 1 ou 2 sous-marins, ce qui, en gros, faisait qu'ils n'avaient plus de présence permanente à la mer, donc c'était quasiment inutile, autant quasiment mettre à la casse tous leurs sous-marins et puis passer sous parapluie américain totalement. Donc ils ont décidé en 2016, ils ont voté pour le renouvellement de leur sous-marins, le remplacement de la classe actuelle de sous-marins qui s'appelle Vanguard. 4 sous-marins, c'est un peu le chiffre magique pour les plus petits pays, en avoir au moins 4, 1 ou 2 en permanence à la mer, un, on va dire, en maintenance et puis un en réserve. Voilà, c'est toujours 4, hein, le chiffre minimum. La France va probablement les renouveler aussi. Ce serait difficile d'imaginer avec un renouveau on va dire, de l'intérêt pour les armes nucléaires et pour les vecteurs d'armes nucléaires, d'imaginer dans un monde qui n'est pas plus, on lit la revue stratégique de défense et de sécurité nationale, le monde reste incertain, on ne sait pas trop où on va, on a des menaces multiformes, il faut avoir une posture permanente de protection, de dissuasion,
ce serait difficile d'imaginer qu'on désarme maintenant. Enfin, ce serait un message, pour moi, c'est le pire message. Là, on s'est embarqué dans cette aventure-là, a priori, il faut continuer. Il n'y a pas d'idée. Alors où on en est, on est arrivé donc à un désarmement à la fin de l'Union soviétique, avec un espoir. En gros, pour les Américains, c'était qu'en gros, il n'y ait plus qu'eux qui aient des armes nucléaires, et puis qu'ils puissent les réduire, parce que c'était un petit peu ça. Il y avait Poutine l'a fait remarquer à plusieurs reprises. Vous êtes venus inspecter nos installations, y compris des installations d'enrichissement d'uranium, de plutonium les plus secrètes. Nous, on n'a pas eu accès à toutes vos installations à vous. Vous l'avez fait dans les années 90. Et on a montré notre bonne volonté. Maintenant, où est-ce que vous avez désarmé, vous? Les Américains ont maintenu leur triade stratégique. Des bombardiers nucléaires, avec des bombes, certains bombardiers, chasseurs bombardiers ont ce que les Américains appellent dual mode, ils peuvent larguer des bombes tactiques ou avoir un rôle stratégique, des missiles de croisière, des missiles en silo qui absorbent, en gros, ils sont faits pour absorber une première frappe, parce que les premières choses qu'on frappe quand on a un pays avec énormément d'armes nucléaires, c'est les armes nucléaires, on essaie de frapper le bras armé en premier, parce que sinon on est frappé en retour. Et puis évidemment la force océanique stratégique, leurs sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc les Américains à l'heure actuelle sont dans un programme énorme de modernisation. Ils ont lancé un programme de modernisation de leur triade stratégique qui n'est pas tout à fait un message de désarmement. Ils ont évalué le coût du programme sur les 30 prochaines années, c'est jusqu'en 2046 ou 2050. À peu près, c'est un peu comme quand on construit une maison ou des marchés publics, ça commence à 1,2 trillion de dollars et puis ça va arriver, certains estiment qu'on pourrait aller jusqu'à 1,7. Tous les programmes de toute façon ultra modernes ont toujours été c'était des multiplications, on l'a vu, le remplacement des Vanguard britanniques, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins britanniques, on était parti à, je sais pas, 20 milliards de livres ou quelque chose comme ça, et là maintenant ça explose complètement. Donc on pense l'équivalent de 2 budgets annuels, de 2 budgets américains de défense annuels. Donc c'est disproportionné, c'est énorme. Absolument, ils vont tout moderniser. Ils vont moderniser les systèmes de commandement et de suivi, ils vont moderniser les systèmes de communication, ils vont moderniser les bombes, ils vont moderniser les avions, ils vont mettre de nouveaux avions en service, ils vont mettre de nouveaux missiles en service. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait appeler une initiative de désarmement. Donc ce qu'on pensait pouvoir, ce dont on pouvait penser pouvoir bénéficier à la fin de la guerre froide, avec un démantèlement d'une partie des arsenaux, les armes les plus, on va dire. Le gros problème à la fin de l'Union soviétique, c'était la dissémination, la prolifération et carrément la dissémination de matériel nucléaire et de matières grises aussi. Parce que Poutine ne s'est pas trompé. La première chose qu'il a faite quand il est arrivé au pouvoir, c'est qu'il a payé les officiers, les scientifiques des domaines stratégiques pour qu'ils arrêtent de se sauver. Parce que le mercenaire africain, c'était un Russe dans les années 90, ou des Serbes ou des Croates, on trouvait un peu, ou des Ukrainiens, on retrouvait les mêmes nationalités. C'était essentiellement ça, donc il les a payés. Il y avait une tendance à la fuite des cerveaux vers des pays nettement moins contrôlables, vers la Libye, vers beaucoup de pays qui étaient les plus offrants. Donc c'est essentiellement ce qu'on craignait le plus. Il y a eu énormément d'équipes de vérification, du démantèlement et d'aide, d'assistance aux soviétiques qui étaient complètement, aux ex-soviétiques qui étaient en banqueroute totale. Ils ont encore des poubelles nucléaires un peu partout. Le gros des têtes nucléaires ont été démantelées, le combustible a été récupéré. Le niveau de corruption, le niveau d'incompétence à la fin de l'Union soviétique, on se souviendra quand même qu'à Tchernobyl, les soviétiques, en désarroi quand même de pas mal d'occidentaux, ont demandé de l'aide officielle. On se dit, les gars, c'est nos pires ennemis, ils ont une centrale qui explose et ils nous demandent de l'aide. Donc ça fait un peu peur quand même. Si même eux ne sont pas capables de contrôler ça, c'est qu'on avait sous-estimé probablement le niveau de décrépitude du système. Et avec plus de 50 000 têtes, plus de 40-50 000 têtes nucléaires, c'était quand même assez terrifiant. Donc on a réussi à contrôler ça. C'était calme pendant, on va dire, un certain nombre d'années. Donc une réduction, comme je disais, homothétique des arsenaux.
Il y a une situation qui a été en quelque sorte gelée, d'une certaine manière. Bon, il y a des pays d'ex-URSS, Bélarus, Ukraine, Kazakhstan, qui avaient des armes soviétiques, qui les ont perdues. Les Sud-Africains, comme j'ai dit, ont démantelé leur arsenal. D'autres pays avaient auparavant décidé d'arrêter leur programme nucléaire. Il y a eu une sorte de, on va dire, de réduction du risque, mais les armes sont restées là. Il y a des armes nucléaires tactiques américaines qui sont sous contrôle américain, qui sont sur les bases de l'OTAN en Europe. Elles sont là depuis que les Américains, au milieu des années 50, ont déployé des armes nucléaires en Europe quasiment partout. Toutes les bases de l'OTAN. Incirlik en Turquie, Geditor et Aviano en Italie, il y en a en Allemagne, il y en a aux Pays-Bas, il y en a en Belgique, il y en a, elles sont là, il y en a entre plus d'une centaine probablement. Plus d'une centaine. Elles sont, alors c'est des armes thermonucléaires mais à puissance limitée. Ça permet d'avoir le maximum de puissance sur une arme qui a la taille de quasiment d'une arme à haut pouvoir explosif mais tout à fait conventionnelle. Ce pas des armes très très grosses, hein. C'est des armes qui font, c'est la longueur à peu près, longueur d'état, ouais, c'est 1 mètre. Ouais, voilà, B61, ça fait 2 mètres et quelques, c'est pas très long, hein. C'est des armes qui peuvent être portées par des F-16, donc un chasseur bombardier tactique peut les porter. Mais comme c'est des armes nucléaires, elles peuvent avoir automatiquement un effet dissuasif. Les Américains ont bien dit, lorsque la crise en Ukraine s'est envenimée, entre 2013 et 2014, et qu'on en est là où on en est aujourd'hui, à savoir des postures assez agressives de part et d'autre, qu'elles étaient là pour rester, qu'elles allaient être modernisées, et que la posture de dissuasion impliquait toujours, de toute façon, comme c'était le cas pendant la guerre froide, des armes nucléaires. Donc, premier point, je dirais, difficile, puisqu'on a quand même un certain nombre de pays qui n'ont pas signé le traité de non-prolifération, ce qui crée quand même des zones d'instabilité au niveau géopolitique. D'autres pays n'ont pas signé les traités d'interdiction des essais nucléaires. Et on a une tension qui remonte avec les 2 pays les plus nucléarisés du monde, d'un point de vue des arsenaux militaires. Donc USA, Russie. J'ai parlé du programme de modernisation des Américains. Les Russes ne s'y sont pas trompés. Ils ont bien compris que le nucléaire étant un pôle d'expertise quand même assez important chez les Russes, c'est toujours resté ce que c'était avant. Bon, ils ont ressenti évidemment la catastrophe de Tchernobyl, quelques catastrophes aussi ils ont eu. Alors on les a appris plus tard, hein, des catastrophes lorsqu'ils ont testé des missiles dans les années 60, des catastrophes, il y a des sous-marins aussi qui ont été perdus. C'est des choses qu'on a appris plus tard, mais ils ont, on va dire, réduit leurs forces et ils ont travaillé sur ce qui leur permettait de multiplier l'impact stratégique de leurs arsenaux. Et évidemment, le pôle nucléaire est quand même extrêmement important, le pilier nucléaire est extrêmement important pour eux. Donc ils ont repris le développement et la modernisation de missiles balistiques intercontinentaux, cette fois-ci avec des missiles mobiles. On se souvient du tweet de Rogozin à l'OTAN, ses camarades de l'OTAN, il y a quelques années, avec tous les personnels russes, personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, avec le long d'un missile Topol, donc avec un Père Noël devant, donc pour souhaiter joyeux Noël et bonne année à tous les camarades avec lesquels ils ont travaillé en partenariat pour la paix. Donc bon, c'est un peu de l'humour, soviétique, quoi, hein, voilà. Donc le problème du missile Topol par rapport aux générations précédentes, c'est qu'il est mobile. Donc c'est un peu ce qu'on avait avec les euromissiles dans les années 70, où les Russes, les Soviétiques ont déployé des missiles plus précis, en nombre assez important, il y en avait plusieurs centaines, et mobiles, donc difficiles à, on va dire, localiser à l'instant T, à coup sûr, et à détruire par une première frappe. Mais ces missiles ne pouvaient toucher que l'Europe. Donc en gros, c'était le chantage. Si on détruit que la France ou le Royaume-Uni, est-ce que vous allez engager vos forces stratégiques américaines pour défendre ces pauvres Européens, cette vieille Europe, ou est-ce que vous allez donc mettre la pression sur les Européens aussi, qui ont riposté en restant unis, y compris la France, où la fameuse
réplique de François Mitterrand qui dit il y a là un rapport inégal, les missiles sont à l'est mais les pacifistes sont à l'ouest. Et en disant que bon, il n'y a pas eu d'euromissile de l'OTAN qui était de conception américaine, les Pershing étaient de conception américaine, les Griffin étaient de conception américaine, c'était des missiles de croisière tirés du sol, qui étaient petits aussi, facilement dissimulables. Il y en a un tiers d'entre eux qui avaient été déployés au Royaume-Uni. Ils en avaient pris 160 à peu près, je crois, les Britanniques sur les 450, quelque chose comme ça, dans des hangars bunkérisés. Mais il avait fallu politiquement acquérir, malgré l'opinion publique très défavorable, au redéploiement d'armes nucléaires, à la remontée en tension de cette confrontation Est-Ouest, à un moment donné où l'Allemagne avait un vote vert qui était des Grünen, qui était assez fort. Les Britanniques avaient Margaret Thatcher qui a réussi quand même à unir tout le monde autour d'elle. Bon, c'était pas évident. Les Italiens, il y avait des missiles qui avaient été déployés en Italie aussi. En France, on va dire le gouvernement de l'époque, la position présidentielle d'époque était quand même très pro-nucléaire, donc ils étaient très alignés, sur cette position stratégique dissuasive. Mais il avait fallu quand même s'assurer que tout le monde parle d'une seule voix pour que le bluff soviétique ne fonctionne pas et que ça ne disloque pas l'OTAN, que des gens disent terminé, on s'en va, on n'a plus rien à gagner là-dedans, on essaie de sortir de la liste des cibles soviétiques parce que c'était exactement ce qui était prévu en cas de guerre. Donc on voit une remontée en tension avec jusqu'à maintenant ça a été des gesticulations. Les Suédois ont réarmé à un moment donné certaines de leurs garnisons. L'île de Gotland a été de nouveau une garnison avec un système radar, un système de détection, avec une garnison permanente. Ils l'avaient démantelé il y a quelques années, ils l'ont remise en service, ils ont remis une garnison en service, en place, et avec, on va dire, quelques insinuations selon lesquelles éventuellement les Suédois pourraient travailler main dans la main avec l'OTAN, voire éventuellement rejoindre l'OTAN. Vladimir Poutine les a directement menacés, en disant si vous rejoignez les rangs de l'OTAN, vous serez une cible pour nos missiles, vous devenez une cible stratégique. Donc ça veut très bien compris ce que ça voulait dire. Donc vous devenez une cible stratégique. Et il avait dit plus ou moins la même chose à la Finlande, qui est toujours resté, on va dire, relativement neutre là-dessus, par ses frontières communes. Mais pour les Suédois qui avaient travaillé, les Suédois avaient énormément travaillé main dans la main au niveau des renseignements stratégiques. Ils étaient neutres, mais en sous-main, ils travaillaient énormément, en particulier sur l'activité sous-marine soviétique. Ils donnaient énormément de renseignements, ils échangeaient du renseignement avec la NSA, parce que l'activité sous-marine soviétique était intense pour pouvoir sortir de la Baltique et pouvoir ensuite gagner la haute mer. Évidemment, ils étaient obligés de passer pas loin de la Suède, donc évidemment, c'était très important pour l'OTAN d'avoir une surveillance acoustique, une surveillance du trafic maritime soviétique à l'époque. Donc voilà, une montée en tension des deux côtés. Le 1er mars 2018, alors il y a eu je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, vous avez probablement vu, donc c'est assez surréaliste. C'était un peu comme, ça faisait un peu les Oscars ou en version russe, c'était assez mis en scène avec un public totalement acquis à la cause de Vladimir Poutine, bien évidemment. La présentation des nouvelles armes stratégiques russes avec, alors je ne sais pas jusqu'où va le bluff, alors, il y a des vues d'artistes, avec beaucoup d'applaudissements derrière. On sait que dans toute l'histoire de toute façon du développement des armes nucléaires, il y a eu du bluff. Il y a eu du bluff lorsque les Britanniques ont dit qu'ils avaient réussi une explosion thermonucléaire en 1957, alors que c'était une très grosse explosion à fission, une arme à fission, on va dire, en gros turbo développée, mais pas tellement, c'était pas une arme à 2 étages avec la fusion d'un atome d'hydrogène. Voilà. Et ils essayaient de prouver encore qu'ils étaient un grand pays, c'était jusqu'après Suez, ils étaient vraiment en retard, ils avaient des gros problèmes économiques qu'ils ont eu jusqu'à très très tard. Je ne suis pas sûr qu'ils aient encore totalement récupéré. Donc voilà, ils avaient annoncé officiellement qu'ils avaient, c'était le test Orange Herald, qui n'est pas un test thermonucléaire, c'est le test thermonucléaire, la véritable explosion thermonucléaire, elle a eu lieu après. Mais ils l'avaient annoncé, c'était un fake, ils avaient ouvertement menti.
les capacités soviétiques, les capacités américaines, la Strategic Defense Initiative de Reagan, il y a eu du bluff. Hein. On va attaquer vos têtes nucléaires avec des lasers dans l'espace. Une partie du bluff qu'il a fallu développer parce que les Américains avaient l'argent pour le faire. Ils ont développé, et c'est des missiles qui ont à durée de vie très courte. Les euromissiles, il y avait une partie de bluff, mais ils fonctionnaient. C'est des missiles qui ont une durée de vie très très courte, c'est 4 ou 5 ans. Les missiles Griffin, les missiles Pershing, ils ont été très vite retirés du service. Mais les Américains avaient les moyens de mettre des milliards dedans, en recherche et développement, les développer. Et puis, c'était des missiles plus politiques que des missiles opérationnels, même s'ils fonctionnaient. Mais il y a eu des armes qui étaient, la Tsar Bomba, c'était une arme politique, c'était pas une arme qui était opérationnelle, même si techniquement elle fonctionnait. L'arsenal israélien, moi, je ne sais pas ce qu'il vaut. J'en sais rien. Et leur doctrine est intelligente, parce qu'il vaut mieux ne pas en parler. Si on commence à en parler, on commence à livrer des informations. Quel type d'arme? Fission, fusion? Que fission? Ah ah! Il va réussir à avoir des bombaches. N'êtes pas aussi malin. N'êtes pas aussi malin. Ouais, malgré vos physiciens, tu sais, vous n'êtes pas aussi malin. Ça, mauvaise nouvelle. Ou alors vous avez des armes thermonucléaires, ah ouais, où vous les avez testées. Quelqu'un vous les a données. Qui vous les a données? La France? Ah, pas bon. Beaucoup d'acteurs ont intérêt à ce que ça ne se divulgue pas. Les États-Unis, après 1967, ils ne vont pas le dire, hein, ils ne vont pas s'en vanter. Les États-Unis vous ont laissé voler des secrets nucléaires éventuellement, comme on a laissé voler des patrouilleurs lance-missiles, des vedettes lance-missiles. Bon. Le mieux, c'est de ne pas en parler. Combien on en a? Quelles sont les capacités? Est-ce que c'est juste des bombes à chute libre? Est-ce que c'est des missiles? Est-ce qu'on a des missiles qui peuvent être tirés de sous-marins? On n'en parle pas, on ne répond pas, on ne dit rien. Et c'est la meilleure doctrine. Comme ça, on instille le doute dans l'esprit de l'ennemi. Les Sud-Africains d'ailleurs qui avaient développé leur programme d'armes de destruction massive, biologique, chimique et nucléaire avec les Israéliens, avaient conçu exactement, Frédéric de Klerk, le dernier président de l'apartheid, il avait dit, c'était le même principe. On n'en parle pas, mais on laisse parler les gens. Ils ont peut-être des armes nucléaires. On ne peut pas lancer un assaut communiste libérateur sur Pretoria ou sur Johannesburg, parce que s'ils ont des armes nucléaires, ça va vite s'arrêter là. Voilà. Donc en gros, voilà, on n'en parle pas. Après, éventuellement, on laissera fuiter chez des alliés, les Américains, les Britanniques, éventuellement les Français. Et puis après, on menacera de frappe. Si ça ne marche pas, on menace de frappe. Et après, éventuellement, on frappe. Mais il y avait quatre étages. Mais au départ, c'était on n'en parle pas. Les gens le savent, mais on n'en parle pas. Don't ask, don't tell. Voilà. Donc voilà où ils en étaient. Donc les Russes, il y a probablement dans leur programme, il y a beaucoup de vues d'artistes, hein, c'était des animations, donc bon, missile Sarmat, l'ancien nom OTAN c'était Satan, c'était un missile à une tête unique d'une mégatonne. Bon, là, le nouveau Sarmat il est affiché jusqu'à 15 têtes nucléaires avec une capacité orbitale, à savoir que la trajectoire est moins prévisible, donc ça va utiliser l'orbite pour ensuite retomber sur une cible qui ne sera pas forcément celle qu'on attendait, pas comme une trajectoire balistique classique où on peut, une fois qu'on a détecté le lancement avec des satellites et ainsi de suite, savoir à peu près où ça va tomber. Hein. Si ça part comme ça va probablement tomber là et pas là ou là, donc voilà. Donc, est-ce que c'est opérationnel ou pas? Ils ont testé le lanceur, après technologiquement l'arme complète, j'en sais rien. Le missile Kinjal, annoncé plus que hypersonique, puisqu'ils l'ont annoncé à Mach 10, qu'aucune arme de défense antimissile ne peut arrêter, c'est ce que Poutine a dit. Des missiles, alors des drones sous-marins pouvant être équipés d'armes nucléaires. Voilà. Donc voilà, toute une panoplie qui a été annoncée, un peu c'est... On retrouve là, on va dire, un peu avec un peu plus de bluff peut-être que de vraie technologie, ce qu'on avait à l'époque de la guerre froide, où on avait carrément une communication à coup d'essai nucléaire. Vous regardez, vous voyez sur YouTube, vous avez un Japonais qui a fait une animation accélérée de 1945 à aujourd'hui, enfin de la fin des essais nucléaires. Le dernier atmosphérique, c'était
Nous, en Chine, c'était 1980, je crois. C'était le dernier atmosphérique. Et puis, il y en a eu... bon, les derniers essais, c'est les essais coréens. Les Français, on a testé jusqu'en 1996, aux grandes dames des Australiens. Mais il fallait qu'on teste notre dernière tête, hein, être sûr que ça fonctionne avant de signer le traité d'interdiction. Donc voilà. Alors j'en étais, hein, je me suis perdu, hein, désolé. C'était sur les essais, j'avais parlé de cette animation, pardon. Ouais. Vous voyez dans les années, toutes les années, c'est une animation qui accélère les différentes explosions avec les différents pays qui, au fur et à mesure, les petits drapeaux s'affichent avec le nombre de décès. Alors, vous avez les premiers 45 dans le Nouveau-Mexique, les États-Unis, après voilà, jusqu'en 49, après c'est les Soviétiques, et après ça commence. Alors, vous avez des périodes de détente, de négociation où il n'y a plus d'essais, et puis les périodes où les Américains testent au Nevada et Soviétiques testent au Kazakhstan, et c'est surréaliste. Il faut regarder, c'est une accélération, mais c'est surréaliste. 15 essais pendant un mois, Nevada. Une seconde, boum, 15-20 essais au Kazakhstan. Ça explose d'un côté, ça explose de l'autre. C'était vraiment de la communication en disant regardez, nous aussi on peut le faire. Vous regardez sur Google Earth, le site d'essai du Nevada, vous avez, quand vous grossissez, les trous. Vous avez des milliers de trous, des centaines de trous qui correspondent, c'est des cratères. On les voit du ciel, hein, sans aucun problème, des cratères correspondant aux différentes explosions nucléaires. Ouais. C'est hallucinant. Il y a eu plus de 2100 tests. Les derniers atmosphériques, c'était en 1980, mais les premiers atmosphériques, parce que c'était de la communication. Regardez mon beau champignon, ça marche, ça fonctionne. Et il fallait qu'on montre que ça fonctionne. C'est pour ça que je dis, jusqu'à maintenant, on a un traité de non-prolifération, on a un traité d'interdiction des essais, ça n'a pas empêché les Nord-Coréens de faire des essais. Mais on a quand même une capacité maintenant de fabriquer des armes qui est quand même beaucoup plus facile. Il y a une prolifération qui explique l'augmentation du nombre d'acteurs. Les Chinois ont eu leur technologie des Soviétiques, ils l'ont passé aux Pakistanais, qui ont communiqué avec les Nord-Coréens aussi. Les Israéliens ont développé leur programme avec les Français, probablement avec les Américains aussi après, pour sûrement améliorer, ils ne vont pas le dire, hein, mais le gros du travail sur les têtes nucléaires depuis que la puissance diminue parce que la précision a augmenté sur les armes nucléaires, c'est la fiabilité, comme je disais, la résistance, la robustesse des têtes nucléaires, leur fiabilité, leur sécurité. Hein. Donc tout le monde a intérêt, quand il transfère de la technologie, à ce que ça fonctionne correctement comme prévu, quoi. Donc on a ce premier, on va dire, cette première vision un peu pessimiste de la confrontation Est-Ouest. Alors c'est une confrontation OTAN maintenant Russie. L'OTAN a été listée comme une des menaces pour la Russie. L'expansion de l'OTAN, l'élargissement de l'OTAN à l'Est. J'étais en Macédoine dans une conférence de l'OTAN il y a quelques mois. Hein. Bon, on sent bien que les Américains poussent. Il y avait des gens de l'ambassade américaine à la conférence, c'était une petite conférence, mais il y a quand même des gens de l'ambassade américaine. Ils poussent pour... voilà, ils essaient d'avoir le maximum de gens de leur côté. On a intégré le Monténégro récemment. Bon, la Macédoine, il y avait des pourparlers. La Géorgie, bon, c'est un petit peu bloqué. L'Ukraine, voilà, c'était à l'ordre du jour, mais bon, c'est à l'ordre H+, on n'y est pas encore. Donc voilà, et les Russes essaient de faire un peu ce qu'on faisait nous, c'est-à-dire de contenir, avec en gros l'utilisation du nucléaire comme un levier stratégique, hein, de contenir voilà, les projets américains d'expansion de l'OTAN, d'intégration des pays, des ex-pays d'Europe de l'Est qui se voient maintenant comme des pays d'Europe centrale, plus du tout comme des pays d'Europe de l'Est. Ils ont déployé des missiles, ils l'ont fait savoir à Kaliningrad, hein, des missiles Iskander, qui peuvent être équipés aussi de têtes nucléaires, en précisant bien qu'ils pouvaient atteindre, ils ont plusieurs centaines de kilomètres de portée pour certaines versions, et qui peuvent atteindre la Pologne et la Lituanie pour les menacer directement. Donc voilà, on en est. Peu de chances d'avoir une quelconque amélioration de la situation, puisque de toute façon, sur les 30 années qui viennent, les Américains vont moderniser leur arsenal, et les Russes, même s'ils en sont très loin,
Budget de défense russe, c'est maxi 60 milliards de dollars. Hein. Budget américain, 600. 600. Donc les Russes vont utiliser tout ce que les Américains appellent force multipliers, c'est tout ce qui leur permet d'avoir le maximum d'impact avec le minimum d'argent. Parce qu'ils ne peuvent plus avoir les forces pléthoriques que l'URSS avait, c'est plus la peine. Ils ne peuvent plus. Donc ils vont se concentrer sur la qualité, dans des pôles d'expertise sur lesquels ils sont bons. Donc le nucléaire, les missiles, l'aviation, les chars. Après, on verra ce que ça vaut, hein, leur Armata, il a combattu nulle part pour le moment, mais bon, en tout cas ils modernisent, mais ils sont obligés de réduire aussi pour moderniser, donc ils ne peuvent pas tout avoir. Alors mon deuxième point serait le problème du multilatéralisme, quand on a des acteurs qui étaient des acteurs calmes, qui avaient prouvé, on va dire, la capacité nucléaire. C'est une manière de se démarquer sur la scène internationale et dire on est un grand pays, on n'est plus un pays, on n'est plus un pays colonisé, on n'est plus un pays... C'était le cas de l'Inde, hein, avec sa première explosion nucléaire en 1974. La Chine le fait bien savoir aussi. Hein, mais ils avaient plus ou moins, on va dire, bloqué le développement de leurs arsenaux. Voilà, l'idée, c'était d'avoir suffisamment de vecteurs pour pouvoir être crédibles pour leurs ennemis immédiats, quelques centaines de kilomètres, voire entre 1000 et 2000 kilomètres. C'était vraiment de la limite, c'était de la courte... entre courte et moyenne portée, et ça suffisait. Ils ont repris d'une certaine manière leur marche en avant. Je ne sais pas si elle sera longue pour les Chinois, mais en tout cas, ils ont amélioré leur capacité. Ils ont des missiles maintenant intercontinentaux. Ils ont des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins avec, on va dire, des patrouilles océaniques. Elles ont commencé depuis 2015. C'est des sous-marins bruyants. Bon, on ne va pas le dire à tout le monde, hein. Si on les a détectés, on ne va pas leur dire. On les laisse continuer à croire que ça marche, mais c'est toujours comme ça. Il y a de l'intox. De toute façon, dans le nucléaire, il y a énormément d'intox. Le renseignement et le nucléaire et la désinformation et le nucléaire sont vraiment totalement liés. Les armes nucléaires, il n'y a qu'un pays qui les a utilisées à 2 reprises, c'est les États-Unis. Personne d'autre les a utilisées. Donc après, la doctrine et le message, c'est la moitié du boulot. Il faut être crédible. Si on n'est pas crédible, c'est ce que les Suisses craignaient, de ne pas être crédible avec peu d'armes. Si on en a 10 ou 15, les Soviétiques, vu le nombre de frappes qu'ils peuvent nous mettre, ils vont nous les neutraliser dès la première frappe. Et après, on aura sacrifié notre armée conventionnelle au profit d'un programme nucléaire, on aura tout perdu. Et on sera devenu des cibles en plus. Et puis en plus, en Suisse, on n'aura pas trop d'endroits où se cacher. Enfin, vivre dans la montagne ad vitam aeternam, c'est pas possible. Donc ils sont restés en dehors, ils sont restés à leur principe de neutralité. Mais bon, les Chinois reprennent, donc, comme je disais, parce qu'ils veulent pouvoir peser aussi. Ils ont des craintes aussi quant à leurs voisins, qui sont aussi nucléaires, les Indiens, avec la velléité des Indiens d'aller voir au-delà de leurs eaux territoriales, d'avoir dans l'océan Indien, on va dire, peut-être en Afrique aussi, voilà, des visées stratégiques. Ils sont obligés de tenir les Pakistanais à distance, d'autant plus que les doctrines pakistanaises sont agressives. C'est des doctrines qui incluent un usage en premier des frappes nucléaires. Les Pakistanais sont comme les Israéliens, ils n'ont pas de profondeur stratégique. Ce que faisaient les Indiens quand ils avaient des attaques pakistanaises ou des attaques terroristes qui étaient plus ou moins fomentées par Inter-Services Intelligence, donc les services secrets pakistanais, mais que tout le monde le savait, ils déclenchaient, ils traversaient la frontière, ils allaient faire des expéditions punitives avec une brigade, ils faisaient des frappes sur les bases qui avaient prétendument hébergé les terroristes qui étaient lancés contre les Indiens. Quand ils ont eu des attaques à Mumbai, quand ils ont eu des attaques terroristes à plusieurs reprises sur le Cachemire, ils ont été très sous-réactifs, les Indiens. Et une raison très simple, c'est que les Pakistanais sont très agressifs. Ils disent le seuil est très bas, donc même une attaque conventionnelle non nucléaire, si elle est massive, si elle met en danger la survie de la nation pakistanaise, ça peut déclencher une frappe en retour. Donc les Indiens sont totalement... Donc ça marche, le nucléaire, je crois que pas mal de gens en ont bien pris note, ça fonctionne. Malheureusement, la menace fonctionne. Ça marche. Ils ont gelé la situation, donc les Indiens continuent évidemment à essayer d'avoir un avantage au niveau des vecteurs, au niveau des lanceurs. Ils ont des missiles qui testent, ils en sont aux cinquième version du missile Agni, qui est à 5000 et quelques kilomètres, donc déjà une belle portée. C'est déjà une belle portée. Les Pakistanais en face ont des missiles Shahin, ils ont essayé de développer d'autres types de missiles. Voilà. Donc ils essaient de part et d'autre de faire une mini course aux armements parce que c'est ces deux pays dont les arsenaux sont face à face. Mais il y a aussi éventuellement la Chine pour les Indiens,
Et puis le reste du monde, les Coréens, la Corée du Nord. Pour le moment, la situation a été, on va dire gelée, mais elle n'est pas résolue. On ne sait pas jusqu'à quel point les Nord-Coréens vont s'en servir comme d'un chantage. Kim Jong-un n'est pas idiot, hein. Il sait que ça marche, ça a bien marché. Il a fait quasiment pas jeu égal, mais donc il a réussi quand même à amener les Américains à négocier. Il a accepté de rencontrer son homologue sud-coréen. On a vu des images qu'on ne pensait pas voir de notre vivant. C'est pas mal, c'est bien, il y a une baisse de la tension, mais rien n'est résolu. Ils ont un arsenal qui est petit, mais ils continuent à développer très probablement, parce qu'ils ont l'habitude de la clandestinité et on va dire des canaux non officiels pour récupérer de la technologie et pour développer de la balistique et du nucléaire. Donc on ne peut pas totalement leur faire confiance non plus. Donc voilà. Maintenant, où situe-nous ? Nous, on a 300 têtes nucléaires, on a notre force océanique, nos programmes nucléaires militaires, ils sont quasiment identiques, quelles que soient les annonces lors des élections présidentielles, le programme n'a pas été changé. François Hollande avait dit en 2013 on gardera la composante aérienne, on garde une composante aérienne nucléaire. Alors à l'époque de la guerre froide, l'idée c'était de ne pas être bloqué par notre propre menace. Dire, vous avez des missiles, parce qu'on avait une stratégie qui c'était une stratégie du petit poussé, c'est ne m'attaque pas, sinon je te détruis 30% de ton potentiel et je te détruis des millions je tuerai des millions de citoyens soviétiques, je détruirai des villes entières. C'était une stratégie anti-cité. Parce qu'on n'avait pas assez d'armes pour toucher tous les sites militaires soviétiques. Il en serait resté plein. C'était un peu comme les agents du KGB à Londres dans les années 70. Ils étaient plus nombreux que les gens du MI5. Donc c'était un petit peu gênant pour tous les suivre. Il fallait faire des priorités. C'était le problème. Au bout d'un moment, quantity, ce que disaient des généraux britanniques, quantity is a quality of its own. Et donc nous, notre riposte était une riposte massive, très handicapante pour la puissance qui voulait nous attaquer, vraiment destructrice, anti-cité, mais on ne voulait pas être bloqué par cette menace, parce que il y a des présidents qui en ont parlé, hein. Giscard d'Estaing avait dit « j'aurais eu du mal à déclencher le feu nucléaire ». C'est un peu difficile de se dire que, après, à quoi bon, c'est des concepts. Donc on n'a pas eu de guerre nucléaire, d'échange nucléaire au sens propre du terme. Nous, on ne pouvait pas se permettre un échange, donc il faut vraiment pouvoir bloquer l'action. Mais bloquer l'action, c'est pas se bloquer soi-même et avoir quelqu'un qui dit ben, « vas-y, tire-les tes armes. On va voir ce que tu vas faire. Tu détruis 30% de mon potentiel, ah ben, ça fera 20 millions de morts, c'est pas grave. On a eu même plus pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas gravissime. » Donc c'était un bluff qu'on ne pouvait pas se permettre de... Donc on avait des armes pré-stratégiques qui étaient essentiellement, en gros, l'idée c'était d'avoir une frappe pour dire qu'on était vraiment sérieux sur un objectif militaire, une seule. Détruire une base navale soviétique, une base aérienne soviétique, une seule, en disant maintenant stop. Et la suivante, c'est une frappe massive, vraiment non discriminante, vraiment pour causer le maximum de dégâts. On avait d'ailleurs calqué notre échelle de l'évaluation des destructions qu'on devait assurer pour être crédible. C'était à peu près ce qu'avait fait l'OTAN. C'était 30% du potentiel, plusieurs grandes villes avec des millions de citoyens soviétiques et 30% du potentiel industriel soviétique, qui est essentiellement à l'ouest. Hein. C'est pas tellement en Sibérie qu'on a grand-chose. Donc c'était quand même relativement dissuasif. Ça a été problématique au départ parce que la portée de nos armes, la portée de nos Mirage 4 était quand même très limitée. On aurait pu bombarder que les limites occidentales de l'Union soviétique et il y avait des plans pour être crédibles vis-à-vis des soviétiques, des plans de bombardement avec, en gros, les pilotes essayer de retrouver un territoire ami le plus vite possible et s'éjecter. Parce qu'ils ne pouvaient pas revenir. Ils ne pouvaient pas revenir. Donc c'était vraiment, il fallait vraiment convaincre les équipages, hein. C'était vraiment des missions. Toutes les doctrines étaient, il fallait être crédible, parce que si on n'est pas crédible, automatiquement on risque d'être attaqué. Le pire, ce serait de provoquer une première frappe en disant la guerre peut être gagnée. Là, c'est la catastrophe. Là, c'est vraiment la catastrophe. Donc, dans ce qu'on a aujourd'hui, c'est un système où nous, on est bloqué de toute façon aussi. On va moderniser notre force océanique stratégique. On va avoir des nouveaux sous-marins.
Les nôtres vont rester en service encore peut-être 15 ans, quelque chose comme ça, 15-20 ans. On peut étendre jusqu'à un certain point, c'est un peu, mais on ne peut pas après, au bout d'un moment ça devient problématique, donc il va falloir penser au remplacement des sous-marins. Les Britanniques l'ont déjà fait, ils ont déjà voté à la Chambre des communes en 2016, juillet 2016, le remplacement de sous-marins. Ils n'ont rien financé encore, hein. Ils n'en sont pas encore là. Grosse préoccupation avec l'Iran. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On a une montée en tension là récemment avec des accusations, des tentatives d'attentats en France pour des milieux iraniens. Une collaboration franco-israélienne qui a été pointée du doigt pour démanteler certains des réseaux. Ça ne va pas beaucoup nous aider à calmer les choses. Les Iraniens sont loin de développer une arme nucléaire. Cela dit, et après il faut les vecteurs. Il faut en avoir en nombre suffisant, il faut les vecteurs, il faut avoir l'accès à l'uranium et ainsi de suite. Mais bon, c'est quand même problématique parce que c'est un facteur, même s'ils ne développent rien, si on a une situation qui s'envenime et des frappes soit israéliennes, soit hautes sur l'Iran, ça va pas pacifier la situation et ça ne va pas inciter d'autres pays à laisser tomber leur programme. On voit en Asie du Sud-Est, les Sud-Coréens, les Japonais, on parlait de programme, éventuellement de programme militaire. Il n'y a que le parapluie américain qui peut les dissuader, la certitude que les Américains continueront à les protéger, qui les dissuadera de commencer un programme militaire. Parce que si les Américains se désengagent, a priori ce ne sera pas le cas de ce côté-là, mais ils n'ont aucune garantie. Aucune garantie d'avoir, face à un pays qui est nucléarisé, que ce soit la Chine pour les Japonais ou la Corée du Nord, et pour les Sud-Coréens, leurs voisins remuants, ils n'ont aucune garantie, on va dire, d'avoir une liberté d'action, une souveraineté. Voilà. Alors, en conclusion, je crois qu'on est à peu près dans les temps. Le retour du fait nucléaire, c'est presque exagéré. On l'a oublié. Le fait nucléaire, il a toujours été là. La situation, on va dire, très disproportionnée au niveau des capacités stratégiques et des capacités économiques pendant les années 90 a fait en sorte qu'on a pu croire que on allait pouvoir mettre toutes les armes sous contrôle, plus ou moins ONU ou contrôle des États-Unis. Les États-Unis le disent, hein, quand ils parlent de leur... ils disent on a une responsabilité sur la non-prolifération. Nous avons la plus grande expertise sur la conception des armes nucléaires, les essais, et ainsi de suite. Voilà. Et bien évidemment, en face, on a des gens qui n'ont absolument pas envie de se faire contrôler par les États-Unis, que ce soit les Russes, les Chinois ou d'autres puissances. Ce fait nucléaire, il était toujours là. Les armes étaient toujours déployées. Elles étaient en nombre moins grand, mais elles étaient toujours là. Et elles vont peser, bien évidemment, peut-être beaucoup plus. Alors, il y aura beaucoup moins d'essais, bien évidemment, mais les recherches qui vont être menées vont jouer essentiellement sur les vecteurs, et des vecteurs qui pourront contourner les défenses. On va se retrouver un peu à la situation dans laquelle on en était à la fin des années 70, où la situation au niveau puissance, au niveau confrontation était à peu près identique. On ne peut pas attaquer, donc on va essayer de contourner ce que vous avez fait. Alors, des systèmes balistiques antimissiles, des systèmes anti-missiles balistiques, des systèmes de missiles anti-missiles. Les premiers qui avaient été déployés autour de Moscou en 67 étaient relativement rudimentaires, mais en gros ils permettaient au moins de faire croire ou d'espérer que des sites protégés par ces systèmes antimissiles pourraient survivre à une attaque nucléaire. Donc on relançait une course aux armements. On redonnait une sorte d'impunité, on redonnait une croyance en la capacité victorieuse d'une première frappe. Ça, c'était problématique. Donc on va retrouver, et c'est la teneur du message de Vladimir Poutine le 1er mars de cette année, à savoir, on va trouver des armes, on va concevoir des armes qui rendront vos systèmes antimissiles en Pologne, en Roumanie, inefficaces. On pourra les contourner, soit parce que ça ira beaucoup plus vite, soit parce qu'il y en aura beaucoup plus, soit parce qu'on passera par un autre chemin pour des armes à capacité orbitale. Donc automatiquement, exactement comme l'amiral Castex l'avait dit en 1945, quand il avait évalué, je crois en novembre 1945, il avait évalué, l'amiral Raoul Castex,
le changement, on va dire, de paradigme qu'apportait l'arme atomique. Il a dit, bon, pour le moment, il n'y a que les Américains qui ont des armes atomiques, mais il ne faut pas se leurrer, tout le monde va en avoir. Tout le monde va essayer d'en avoir à un moment donné. Et donc, on va avoir un changement, la nécessité d'avoir un changement de doctrine, on va avoir, il va y avoir une course aux armements, il va y avoir automatiquement une tentative de garder l'avantage. Et là, cet avantage, il va probablement être conservé, ou du moins tenter d'être conservé par l'amélioration, la modernisation des vecteurs, en portée, en type de vecteur, en multiplication des lanceurs, en capacité on va dire, en furtivité aussi, par la même occasion. On va retrouver un peu les thématiques qu'on trouvait dans les années 70, chose qu'on avait, ça va revenir sur le devant de la scène, chose qu'on avait un peu oubliée, mais qui avait en fait jamais totalement disparu. Merci de votre attention.